Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Mohamed et Leila au micro du podcast Muslim Family Time. On revient tous les trois sur leur expatriation à Abu Dhabi, aux Émirats, mais également ce que c'est que d'être musulman dans un pays musulman. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Mohamed, bonjour Leila. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Bah écoute, ça nous fait plaisir. Merci de ton invitation. On a quand même quelques heures de décalage. On a juste 12 heures de décalage, mais c'est pas très grave. Rien de bien fou. Alors, avant de commencer, et comme d'accoutumé sur ce podcast, j'aimerais bien que vous vous présentiez, que vous me disiez un peu qui vous êtes, où est-ce que vous habitez, et de qui est composée votre famille. Alors, moi je m'appelle Leila, on vit actuellement à Abu Dhabi. On est expatriés maintenant depuis 12 ans à Abu Dhabi. On est les parents de 3 enfants, notre aîné qui a 12 ans, notre deuxième qui a 8 ans et notre dernier qui a 6 ans. Et oui, et je suis aussi professeure de français langue étrangère, depuis plus de 10 ans. D'accord. Et toi, Mohamed ? Donc moi, Mohamed, je suis responsable grand compte dans une société à Abu Dhabi qui s'occupe de protéger les travailleurs sur les sites industriels, sites pétroliers, sites de construction. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'équipes en protection, notamment au Qatar. Oui, voilà, j'avais parlé à Dubaï, je ne sais pas ce qu'il en est à Abu Dhabi. Et d'ailleurs, ça me fait donc du coup très plaisir de vous parler parce que on entend souvent parler de Dubaï, très peu d'Abu Dhabi. C'est vrai. Moi, la seule référence culturelle que j'ai à ce pays, c'est Sex and the City 2. D'accord. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, ils ont fait un épisode ici. Ouais. C'est vrai, donc, autant vous dire qu'on part de loin. Oui. Ouais, c'est pas la meilleure référence, mais bon, on va la prendre. Hein. Non, mais c'est vrai. Et est-ce qu'on peut faire un petit background culturel, parce que ça va être aussi le sujet de cet épisode, à savoir un peu, quelles sont vos racines ? Alors en fait, moi je suis originaire de Grenoble, comme Leïla d'ailleurs. Oui. On est originaire de la même ville. France, ouais. On a grandi dans la même ville. Mes parents sont... ma mère est marocaine et mon père est aussi marocain. Donc je suis un mix en fait. Donc, voilà, 50% marocain, 50% marocain. Et ils sont arrivés en France il y a une 30aine d'années. Mon père était étudiant à l'époque. Il avait fait l'école d'ingénieur et ensuite il est resté à Grenoble. Et du coup, moi j'ai grandi effectivement à Grenoble. Voilà. Ça c'est pour mon côté. Leïla, c'est un peu plus différent. Alors moi, en fait, ma mère est d'origine argentine. Donc et mon père est d'origine marocaine. Donc, voilà, là je suis un mixte. Alors attends, donc tu parles espagnol, arabe, la fameuse question. Oui, j'aimerais bien. La vérité, c'est que je comprends toutes ces langues, mais je les maîtrise pas. Je suis malheureusement pas fluent, comme on dirait en anglais. Je peux pas parler couramment, puisque à la maison, on utilisait principalement la langue de communication, c'était le français, pour que les parents puissent déjà entre eux communiquer, et donc aussi avec nous, avec les enfants. Donc voilà. Ma mère est arrivée en fait en France en tant que réfugiée politique. Donc elle est arrivée dans un contexte particulier. Il y avait la dictature en Argentine, la dictature militaire. Et donc, elle fait partie on appelle ça la génération des disparus, parce que voilà, elle a lutté contre la dictature en place en Argentine, et donc elle a dû se réfugier en France parce que voilà, c'était une femme très engagée. Puis en arrivant en France, elle s'y est trouvée et s'y est retrouvée. Puis elle a construit sa vie là. Voilà. D'accord. Faudrait écrire un livre sur elle, je pense. Ouais. Une belle elle a vraiment une histoire incroyable. Ouais, l'histoire de ma mère, elle est assez incroyable. Ouais. Bah écoute, moi je suis ravie. Si elle veut venir participer au podcast, il n'y a pas de souci, je lui en parlerai. Et alors vous expliquez, parce que j'aimerais bien un peu qu'on parle de vous. Vous tenez tous les deux un podcast, comment vous voulez le décrire ? Allez, faites-nous une petite page de pub. Allez, vas-y. Très honnêtement, c'est ni plus ni moins le podcast qu'on aurait aimé écouter en fait. À l'exception du tien, évidemment. En fait, nous, on est des jeunes parents, on est expatriés et on est également musulmans. Et on aurait aimé en fait avoir un podcast qui puisse en fait décrire la réalité des couples et des familles musulmanes. Et du coup, comme il n'y avait pas forcément ce format-là, on s'est dit qu'on allait le créer. Et donc, c'est un podcast qui s'appelle Muslim Family Time.
On va dire qu'on parle de sujets qui sont essentiellement liés à la famille, au couple. Donc, on parle de relations de couple également. Mais en même temps, avec un petit côté fun, un petit côté accessible pour que chacun puisse en même temps passer un bon moment. Et en même temps, qui s'adresse aux musulmans ou pas, parce que la vérité, on a des retours de personnes qui sont pas forcément musulmanes et qui s'y retrouvent aussi. Alors c'est vrai que nous, on fait quand même certaines références religieuses dans notre podcast, mais vraiment, il s'adresse à tout le monde. Finalement. C'est des références universelles. Honnêtement, quand on parle de religion, généralement, c'est du bon sens, quoi, si tu veux. Et on a beaucoup d'auditeurs, je suis d'accord avec toi, Leïla, qui sont pas forcément musulmans et qui disent qu'ils adorent nous écouter. Donc très honnêtement, faut être ouvert d'esprit. Et je suis persuadé que si on s'adresse à la communauté juive ou chrétienne, ça sera exactement le même contenu, parce que c'est des valeurs qui réunissent en fait tout le monde, tu vois. Oui. Non, c'est clair. Moi, en tout cas, pour avoir écouté quelques-uns de vos épisodes, la synergie entre tous les deux fonctionne très très bien. Donc non, et d'ailleurs le dernier, c'est quand même les 6 erreurs à éviter avec des enfants. Je pense que ça parle à tout le monde. Oui. Exactement. Voilà. Exactement. Il n'y a pas de spécificité avec les enfants musulmans, même s'ils sont un peu plus dissipés. Non, tout de suite dans le cliché. Mais alors, avant qu'on parle de votre podcast, j'aimerais bien qu'on fasse une petite rétro grenobloise. Du coup, je sais même pas comment on dit de Grenoble. Oui, grenobloise, c'est ça. C'était ça? Oh purée. C'est bien. Non, bravo. À savoir un peu comment vous êtes rencontrés tous les deux. Alors, vas-y. Oula, alors là, je sais pas quelle version tu veux. La version courte, parce que on a. Vas-y. Je te laisse, Leïla. En fait, on s'est rencontrés dans un cadre particulier. En fait, j'assistais on était tous les deux très investis dans la mosquée de Grenoble justement. Et donc moi j'assistais donc à des assises religieuses dans ces cours-là, et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Ah oui, en fait, voilà, on s'est rencontrés là. On s'est rencontrés à cette époque-là, mais on s'est rencontrés très très jeunes. Oui, c'est ça. C'est que je pense que toi, tu avais à l'époque 15 ans, moi j'avais 16 ou 17 ans, je me souviens plus très bien. Ouais, et petit à petit, voilà, on a aussi, on a fait des activités ensemble également, avec en fait, parce qu'on était beaucoup dans l'associatif. On aidait beaucoup en fait les jeunes qui étaient justement en difficulté, dans des soutiens scolaires, etc. Et à travers toutes ces activités-là, on a fait pas mal de rencontres, on s'est vu régulièrement. Et ça a commencé un petit peu comme ça. Voilà, ça a un petit peu commencé comme ça. Et un jour, ensuite, je sais que mes parents m'en ont parlé un petit peu. Ils m'ont dit, oui, tu sais, il y a une fille qui est super gentille, nanana. Voilà. Elle est argentine en plus, tu vois. Elle est douée en maths. Voilà, elle travaille très, très bien. Et donc, ça s'est fait, en fait, naturellement, dans le sens où, ensuite, moi, j'ai été aussi amené à travailler un petit peu avec son papa sur différents projets. Et voilà, un jour, ouais, parce qu'on est dans un aspect assez communautaire. Donc, c'est vrai que dans ce cadre-là, on arrivait à rencontrer d'autres personnes qui avaient les mêmes valeurs, on va dire. Et donc, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Et puis ensuite, on s'est mariés relativement jeunes, puisque j'avais 18 ans et lui en avait 20. Mais inversement, ça faisait du coup 5 ans que vous étiez ensemble, c'est ça? Voilà, c'est ça. Enfin, ensemble dans le sens où voilà, on se connaissait bien. Voilà. On est resté fiancés pendant 1 an. Donc oui, il y a eu quand même. Ça s'est construit en fait sur la durée. Voilà. Ah, c'est pas du jour au lendemain, évidemment. Je lui ai posé au moins une centaine de questions, notamment sur la cuisine. D'ailleurs, ses réponses. Pourquoi la cuisine? D'ailleurs, ses réponses m'ont laissé un peu perplexe. Mais bon, c'est là où qu'on voit que la foi en Dieu est importante. Mais bon, sans rigoler, c'est vrai qu'en fait, heureusement qu'on avait la foi, parce que très honnêtement, s'engager à 20 ans, moi, quand j'y repense, je me dis que je sais pas si un jeune de 20 ans va prendre le risque de se marier aussi jeune, tu vois. Oui. C'est vrai que vraiment, à l'époque, on était vraiment, on avait quelque chose de très puissant, quoi. Ouais. Bon, il y avait la foi, puis il y avait aussi l'amour, hein, faut pas oublier. Évidemment. Et les évidemment. Auquel apparemment les 100 réponses étaient suffisantes. Ouais, j'ai répondu à tout bien. Ah là, tout comme il faut. Qu'est-ce que vous voulez? Elle est parfaite. Voilà. Oh. Et alors, à quel moment vous décidez de partir aux Émirats? Est-ce que c'était un projet que vous aviez dans votre couple? Alors, on a toujours aimé voyager. Donc, c'est vrai que dès qu'on s'est mariés, on s'est mis à voyager. On a été rapidement en Argentine, on a été en Égypte. Voilà, on voyageait un petit peu partout. Oui. Mais c'était pas un projet de s'installer à l'étranger. Ça pas. On était tous les deux. C'était pas du tout un projet dans le sens où
Qui l'eût cru, exactement. Franchement, parce qu'en plus, on était très bien entourés et Nos deux familles sont à Grenoble. Voilà, nos familles sont à Grenoble. On avait nos proches à côté. On est devenus parents. J'avais 22 ans. Et Mohamed en avait 24. Et du coup, voilà, pour moi, j'allais faire grandir mes enfants entourés de ses grands-parents, de la famille. Donc, je voyais pas autre chose. Et puis, alors, on était aussi étudiants tous les deux. Donc, moi, j'ai fait mes études de lettres. Et donc, vraiment, j'envisageais d'être... je passais une prépa CAPES pour passer le CAPES de lettres modernes. Donc, vraiment, j'envisageais de devenir titulaire en France. Donc, c'était vraiment un peu le chemin que je m'étais tracé. Et puis, finalement, Mohamed est venu. Voilà. C'est exactement ça, en fait. C'est que je me rappelle très bien, c'était en 2009. Et c'était pendant la crise des subprimes. Tu te souviens, tout ce qui se passait en France en 2009, il y avait le moral à zéro. Et il n'y avait pas beaucoup d'opportunités de travail, ni même pour les études, parce que je voulais faire des études, mais il n'y avait rien qui m'intéressait vraiment. Et en fait, ce qui m'a permis de pouvoir faire une expatriation, c'est le VIE. Donc moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais postulé pour des postes, justement en Argentine, aux États-Unis, dans pas mal de pays du monde. Mais ceux qui m'ont contacté, tout simplement, c'est des postes qui étaient principalement basés aux Émirats. D'accord. Et l'entreprise que j'ai choisie, c'était l'entreprise strasbourgeoise d'ailleurs. Ouais. C'est le destin. C'est carrément le destin, parce que si je te raconte l'histoire de comment j'ai fait mon premier entretien, tu vas voir que c'est vraiment le destin. Alors en fait, très simplement, c'est exactement ça. J'avais un entretien avec une entreprise strasbourgeoise un vendredi, et je me souviens très bien que j'avais 6h30 de train entre Grenoble à l'époque, je sais pas maintenant. Il y avait 6h30 de train, et si tu ratais le train, c'était fini. Tu devais attendre encore 6 heures, quoi. Donc, en fait, j'avais mon train à 5h du matin. Le matin même, j'avais un ami qui devait me déposer à la gare. Et en fait, je me réveille, il est 4h35. Oh, jusque-là, ça va. Voilà, 4h35, et mon ami m'appelle, je suis encore dans le lit. Tu vois. Et donc, je me réveille en panique totale. Je fais mon maximum. Je rentre dans la voiture, je lui dis, s'il te plaît, je suis très en retard. Il me dit, je vais faire un truc que je fais jamais. Donc, il est parti à fond. On arrive à la gare. Et là, littéralement, je rentre dans le train, et le train, il se ferme. Pouf. Voilà. Oh là, et là, c'est fini. Là, il rentre et il démarre. Et là, j'arrive à Strasbourg après 6 heures. Et finalement, l'entretien se passe super bien. Et c'est là qu'il me parle, en fait, de partir aux Émirats. Il faut aussi savoir que les Émirats, je pense aussi, parce que par rapport au profil de Mohamed, c'est vrai qu'aux Émirats, le fait qu'on ait des origines aussi arabes, donc marocaines, et le fait qu'on ait ce biculturalisme, cette double culture, voilà, et en fait, c'est très valorisé aux Émirats. C'est un plus parce que voilà, on a à la fois la connaissance du monde arabe, mais en même temps, on est français, on a l'éducation à la française, donc c'est un gros plus. Ouais, et puis j'imagine en 2009, c'était pas non plus autant développé qu'aujourd'hui. Ah oui, clairement. Oui, même en 2009, il n'y a pas beaucoup de gens dans notre entourage qui connaissaient les Émirats. Oui. Moi, je me souviens très bien que je cherchais des gens comme ça. Quelqu'un peut me renseigner sur Abu Dhabi? J'y étais jamais allé. Oui. Je crois que même Sex and the City, il n'est pas encore sorti, quoi. Ah non, pas du tout. Il n'était pas encore sorti. Et c'était très rare dans notre entourage à l'époque où il y avait une personne qui était parti à Dubaï et qui d'ailleurs m'avait dit, t'inquiète pas Mohamed, c'est super, tu vas vraiment trouver... Alors qu'aujourd'hui, c'est rare de trouver quelqu'un qui n'y est pas allé. Voilà, exactement. Je suis pas encore allé, hein. Voilà. Cindy, faut en étant à l'autre bout du monde, c'est plus compliqué. On t'invite, Cindy, on t'attend. Voilà. Et la bienvenue. Et ok, donc tu passes cet entretien à Strasbourg, tu l'obtiens. Donc, à partir de ce moment-là, tu démarres un VIE à Abu Dhabi, c'est ça? Voilà, à Abu Dhabi. Durant l'entretien, en fait, ils m'avaient expliqué en fait le profil du poste. Et moi, à cette époque-là, je me souviens très bien que j'étais acharné. Je faisais des recherches très, très, très intenses sur les Émirats. Donc, je voulais vraiment, en fait, c'était mon objectif. Je voulais vraiment trouver un travail à l'étranger, et notamment aux Émirats, parce que c'était le pays qui me semblait être le meilleur pour nous. C'était un pays moderne, c'est un pays musulman, et en même temps, c'est un pays qui a une ouverture internationale. C'est pas un pays comme, par exemple, à l'époque, l'Arabie Saoudite. C'est vraiment très ouvert sur le monde. Donc, vous avez 150 nationalités différentes ici. Il y a des Européens, il y a des Asiatiques, c'est vrai, il y a toutes les religions. Donc, pour nous, c'était vraiment le brassage culturel qu'on voulait trouver, en fait, et qu'on voulait offrir à nos enfants également. Et durant l'entretien, il me pose la question, qu'est-ce que tu penses de Dubaï?
Et moi, je leur dis tout de suite, écoutez, si c'est pour me prendre à Dubaï, ça m'intéresse pas. Ah ouais. Ouais. C'était comme ça, toi. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, c'était Dubaï, c'était la crise. Et je leur ai dit, si vous voulez investir, il faut investir à Abu Dhabi. Et c'est pour ça qu'ils m'ont pris d'ailleurs, parce qu'ils m'ont dit, t'es le premier qui nous dit qu'il faut partir à Abu Dhabi, parce que tout le monde dit, voilà, en gros. l'Eldorado, c'est Dubaï. Donc là, je leur ai dit, écoutez, c'est la crise à Dubaï. Il faut tout investir à Abu Dhabi. Faut le pétrole, les gars. Faut le pétrole. Voilà, exactement. Exact. Et mais alors attends, donc ok, donc tu mets ton petit point sur la table, genre les gars, moi je pars à Abu Dhabi, pas à Dubaï. Voilà. Donc ils te disent ok, donc tu rentres à Grenoble avec le train de 6h du soir. Voilà. Comment tu annonces à Leïla que oh là là. Je pensais, je tu pensais touches un point sensible. Quand je rentrais à la maison, je pensais vraiment qu'elle allait sauter au plafond, qu'elle allait me dire ouais, c'est super. Non. Ben non, elle s'est littéralement effondrée. Voilà. En ouais. larmes. Oh non. Ah ouais, pour moi c'était. Bah là aujourd'hui j'en rigole, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait j'étais vraiment dans une bulle où voilà j'ai été entourée de ma famille, de mes amis et j'étais bien en fait en France. J'étais bien, je m'y sentais bien. J'étais jeune maman, on avait notre fille, elle avait même pas un an. Même pas un an. Ah Voilà, oui. donc vraiment j'étais dans un autre dans une autre monde on va dire. Donc quand il vient et qu'il me dit on va devoir partir, là pour moi c'est tout un monde qui s'effondre parce qu'en plus déjà je sais pas où on va aller. Il me dit Abu Dhabi, je dis mais j'arrivais pas à le situer sur la carte. Hein. Donc moi je connaissais Dubaï, il me dit voilà c'est Dubaï les Émirats. Je dis ouais mais où exactement Abu Dhabi? Enfin voilà donc du coup. Ah non, c'était un choc. Non, c'était un choc. Franchement, aujourd'hui, s'il me dit, bah voilà, Leïla, on va partir ailleurs, il y a pas de problème. Hein. Je prends ma valise, allez, on va où? C'est quoi la prochaine étape? Il y a pas de problème. La première expatriation, c'est vraiment la plus délicate parce qu'en fait, c'est un peu une aventure vers l'inconnu. Ouais. Ah, tu trouves toi moi je trouve peut-être la deuxième. Ah alors on n'en a pas fait de deuxième encore, mais c'était la tienne. Non mais parce que tu vois, tu bultes un peu tu te refais ton petit cocon et c'est pour le redétruire, pour refaire un truc à côté. Ah ouais, mais après, il y a des gens qui y arrivent très bien, mais oui, c'est vrai. Mais good for them, quoi. Mais ouais. Enfin, mais alors donc du coup, oui, j'imagine que parce qu'en fait, c'était pas partir combien de temps après, en fait, après l'annonce. Bah lui, il devait partir tout de suite, en fait. Il devait partir. Moi, c'était ça, Mohamed. Voilà, il devait en fait, j'avais 2 mois de formation. 2 mois de formation. 2 mois de formation à Strasbourg. D'ailleurs, à Strasbourg en lui-même, c'était une bonne expatriation. Voilà. Non, mais c'est vrai. Pour moi, sortir de Grenoble déjà là-bas, c'était une expatriation. Donc, quand je suis arrivé à Strasbourg. Moi, attendez, j'adore Strasbourg. Franchement, j'ai découvert des gens incroyables là-bas. Ils sont vraiment particuliers. C'est vrai, par rapport à. Non, mais c'est vrai, ils sont chaleureux. C'est des gens. Voilà. C'est des gens chaleureux. C'est des gens. Ils sont un peu froids au début, mais c'est des gens ensuite quand on les connaît, ils sont très très ouverts et très chaleureux. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Influence germaine. Ouais, c'est ça. Exactement. Même la nourriture, elle est influencée. Donc il y a vraiment une connotation très germanique que j'ai beaucoup appréciée. Et ensuite, après les 2 mois de formation, j'ai été en Arabie Saoudite pendant 15 jours et ensuite à Abu Dhabi. Et alors, attends, donc tu passes 2 mois, mais du coup, quand même, je veux dire, tu vois, comment tu fais? Tu rentres le week-end pour voir Leïla et votre petite fille? C'était ça. Hein. Je crois que je rentrais le week-end. La semaine, j'étais là-bas et le week-end, je rentrais en train. Puis des fois, j'y allais aussi. J'y allais aussi avec ma fille. Voilà, on a fait ça. Et quand est-ce que vous décidez de migrer toute la famille à Abu Dhabi? Alors comment vous étiez organisé? Vous êtes dit bon, parce qu'un VIE, ça dure à tout casser 18 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors c'était un contrat d'1 an. C'était un contrat d'1 an, renouvelable. C'est ça. Okay. Mais grosso modo, on m'avait expliqué que le contrat serait vraiment de 2 ans si tout se passait bien, s'il n'y avait pas d'erreur majeure, on va dire. Et donc moi, je suis parti, je me rappelle, en octobre, et Leïla m'a rejoint en décembre. C'était 2 mois après. Mais c'est vrai qu'au début, là où on s'est quand même posé la question, est-ce que j'allais lui suivre? Parce que c'était un contrat. C'était 1 an. Voilà, c'était qu'1 an. Et moi, en fait, j'étais en plein, je passais mon CAPES. C'est vrai. Donc, je passais mon CAPES. Et pour moi, le suivre, ça voulait dire sacrifier ma carrière d'enseignante parce que, en plus, j'avais été admissible au concours. Donc, il y avait les oraux qui approchaient. Et donc, il fallait que si je l'obtenais, ce diplôme, il fallait à ce moment-là que je reste encore 2 ans pour avoir la titularisation. Et en plus, pour pouvoir être expatrié en tant qu'enseignant, il faut encore faut accumuler des points et voilà, il faut avoir un certain nombre de points. Et c'est difficile en fait d'être
enseignants expatriés. En fait, ça se fait pas tout de suite. Donc, quand il m'a dit ça, on s'est quand même posé la question, est-ce que tu vas faire des allers-retours entre Abu Dhabi et la France? Et moi, je finis mon concours, etc. Et tu vas me suivre. On prend le risque et on y va. Ouais, elle c'est un peu elle ça. fait un sacrifice. Voilà. J'espère qu'elle n'a pas regretté depuis. Non, je regrette pas du tout. Au contraire. Donc en fait, non, c'est vrai que on s'est posé la question. Et puis parce que c'était que pour une année. Et en même temps, je pense que pour lui, c'était difficile de se dire qu'il allait pas voir sa fille grandir. C'est ça que je voulais pas en fait. Ouais. Je voulais pas partir. Je voulais pas partir loin comme ça sans Leïla et la petite. Je me suis dit que en fait, quand on partait, on partait ensemble quoi. Et en fait, il y a aussi quelque part quand vous réalisez un projet comme celui-ci, c'est vraiment pour nous c'était la première expatriation. C'est toujours notre première expatriation, mais c'était vraiment allez, on prend le risque, on prend un risque énorme de pouvoir quitter notre cocon familial, de pouvoir quitter nos habitudes, de changer complètement notre vie. Et ce changement-là, on le fait à deux. Et pour nous, je pense que c'était très important qu'on puisse le faire ensemble parce que je me voyais pas déjà partir tout seul là-bas, rester comme ça, comme un célibataire entre guillemets. Il y a des personnes qui sont capables de le faire. Moi, je pense qu'on n'était pas capable de le faire. Ouais. Donc nous, on a vraiment décidé de rester ensemble. 2 ans. Au pire du pire, c'est que 2 ans et vous étiez jeune, quoi. Enfin, tu me disais, vous aviez quoi, dans 24, 25 ans? Voilà, moi j'avais 25 ans, Leïla elle en avait 23. On s'était dit que même au final, même si ça continue pas après 2 ans, on aurait quand même suffisamment d'expérience pour retrouver un travail quelque part. Oui. Parce que les Émirats, c'est aussi un pays où il y a beaucoup d'opportunités de par en fait la structure de leur système économique. C'est que c'est très facile de défaire un contrat de travail. On peut se faire virer du jour au lendemain. Par contre, retrouver un travail, c'est également très facile. C'est un peu calqué sur le modèle américain. Hein. Oui, il se cale sur le... Ouais, c'est ça. Alors qu'en France, généralement, quand on a un CDI, c'est plutôt sécurisant. Mais pour retrouver un travail, ça prend énormément de temps parfois. Oui. Leïla, du coup, dans quelle optique tu te mets, toi, à te dire, manifestement, je vais laisser de côté ma carrière, je vais me focaliser sur ma fille? Alors, je pars dans cette optique-là, mais en même temps, je pars dans l'optique où en me disant, je vais essayer de trouver du travail sur place en tant qu'enseignante et continuer mes études en parallèle. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a beaucoup en fait, aux Émirats, les gens parlent principalement anglais. Ça allait être ma question, justement. Voilà. Les gens ne parlent pas français. Ils parlent pas français. Ils parlent pas arabe, forcément, parce qu'on se dit, on est aux Émirats. Est-ce que si je parle arabe, ça va m'aider ou pas? Non, pas du tout. Très honnêtement, l'arabe, c'est un plus, mais c'est pas une nécessité. Vous pouvez passer toutes vos journées à parler que anglais et tout le monde vous comprendra. Parce que ici, comme j'ai dit encore une fois, c'est 80% ou même 85% des gens sont des expatriés. Oui. Donc, quand vous parlez anglais, quand vous parlez arabe, la troisième langue qui vient naturellement ici, c'est le français. Oh, sympa. Et alors, attendez, donc du coup, quand vous arrivez à Abu Dhabi, comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'était à la hauteur de vos expectations ou comment ça s'est passé? J'avais passé en fait 15 jours en Arabie Saoudite. J'étais déjà très très content de ce que j'avais vu parce que c'était différent, c'est des grandes infrastructures, ça change de Grenoble, hein. Ça change, c'est pas la même chose. Ouais, ça c'est sûr. Et quand j'arrive à Abu Dhabi, là je suis émerveillé. Très honnêtement. Ouais. Déjà parce qu'Abu Dhabi c'est très très vert. Il y a énormément d'arbres. Oui. C'est plus vert que Dubaï, ouais. Il y a énormément de palmiers. C'est un peu sablé, mais non, il y a du sable, mais ça reste, c'est-à-dire que dans la ville, quand on circule dans la ville, vous allez voir, on voit beaucoup de verdure quand même. Il y a beaucoup de palmiers, dans la ville. Après, évidemment, quand on sort un peu, forcément, on est dans le désert. Mais, et la particularité d'Abu Dhabi, ça je le dis aux gens qui nous écoutent, c'est que, à Dubaï, il n'y a pas d'îles. Il n'y a que des îles artificielles. Ils ont construit beaucoup d'îles artificielles pour créer des parcs aquatiques, des palmes. Si vous avez connu déjà la palme, il y a une île en forme de pale. Celle-là, elle est artificielle. Maintenant, à Abu Dhabi, il y a plus de 200 îles naturelles. Et quand je suis passé en avion, la première fois que j'ai atterri à Abu Dhabi, j'ai vu en fait toutes ces îles avec des eaux turquoises et des arbres qui poussent dans l'eau. C'est des mangroves qui poussent dans l'eau. Et je me suis dit, est-ce que je suis pas aux Maldives? J'avais vraiment cette impression, sans exagérer. Oui, parce que vraiment, il y a le Grenoble. Oui, clairement. Sans compter les infrastructures, etc. Donc, c'est plusieurs îles qui sont connectées les unes entre elles. Et ça fait vraiment...
Ça change beaucoup de ce que j'ai pu voir auparavant. Et ça donne surtout un charme à la ville et une authenticité que j'aime beaucoup, moi, justement, à Abu Dhabi. C'est qu'on se sent tout de suite chez soi. C'est pas, il y a pas de grands buildings, il y a pas des choses, enfin, c'est pas, ça ressemble pas, en fait, à des grandes villes industrielles. C'est vraiment quelque chose, c'est une ville à taille humaine. Et c'est surtout une ville qui a su garder son authenticité, son histoire. Et vous allez pouvoir circuler dans Abu Dhabi et trouver des marchés, traditionnels. Vous pouvez tout à fait trouver ça. Vous pouvez prendre un bateau et aller pêcher à 2 heures de la côte et voir des dauphins, par exemple, parce que justement, ça a été préservé. L'écosystème de la mer n'a pas été changé comme à Dubaï. Tout a été préservé pour qu'en fait, il y a des îles où on peut même trouver des tortues qui viennent pondre leurs œufs parce que c'est encore vraiment authentique et naturel, quoi. Tu le vends bien, hein. Il devrait peut-être t'engager à l'Office du tourisme. Alors déjà, Mohamed, de base, il vend tout bien. Parce que c'est son métier. Quand je parle avec le cœur, il est déjà, ça, c'est sa personnalité. Des parapluies à Abu Dhabi, Mohamed? Il peut tout vendre. Franchement, il peut tout vendre. Vraiment, c'est... Des parapluies, pas encore. Mais il y a la clim ici. C'est son truc. Franchement, je lui dis, t'as bien choisi ton métier. T'es vraiment dans ton domaine parce que. Merci beaucoup. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais après, moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'était je sais pas si j'ai envie de dire ville ou État parce que j'arrive pas trop à comprendre la partie économique, enfin, la façon dont c'est structuré le gouvernement là-bas. Ah, c'est plusieurs États, en fait. C'est strict. C'est ça? Strict dans quel sens? Voilà, faut savoir, ouais. Il y a une police religieuse qui est quand même assez rigoureuse. Ça c'est une très bonne question. La police religieuse n'a jamais existé aux Émirats. Ouais. Elle a existé en Arabie Saoudite. D'accord? En Arabie Saoudite, pendant très longtemps, il y avait une police en fait qui venait vous rappeler à l'ordre pour aller faire la prière, pour si vous vous habillez d'une certaine manière. Oui, des tenues vestimentaires, oui. Moi, j'ai été refusé de rentrer dans un centre commercial parce que j'étais célibataire. Il y avait un centre commercial qui était réservé aux familles. Donc, il fallait que je rentre avec ma sœur ou ma femme, il n'y a pas de problème. Mais si je rentrais tout seul, c'était pas autorisé. Maintenant, l'Arabie Saoudite, depuis à peu près 5-6 ans, a complètement changé. Ils ont fait un virage à 180 degrés. Il y a des concerts de musique. Il y a plus de police religieuse. Les femmes peuvent s'habiller à peu près comme elles veulent. Elles ont même le droit de conduire, alors que c'était vraiment impossible à l'époque d'imaginer. Mais si on revient aux Émirats, les Émirats, c'est un pays qui est le plus ouvert de tous les pays arabes. Oui, clairement. C'est encore plus Dubaï. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Émirat, je crois, à 40 ans, si je dis pas de bêtises. À l'époque, c'était plusieurs États. Donc, on avait un État qui s'appelait Abu Dhabi, un État qui s'appelait Dubaï, et c'était des tribus qui géraient plus ou moins ces États-là de manière séparée. Il y a eu un homme qui s'appelle Sheikh Zayed. Cet homme-là, en fait, c'était un visionnaire. C'était quelqu'un de très, déjà de très humain, de très juste. Et il a décidé de construire un nouveau pays et qu'il allait réunir toutes ces personnes, tous ces États-là en un seul. Donc, il a proposé au Qatar, par exemple, au Bahreïn, et il a proposé à Dubaï, etc., à créer qu'un seul pays. Le Qatar et Bahreïn ont dit non, et donc il restait 7 États qui ont créé donc les Émirats arabes unis. Donc c'est des Émirats, voilà. Des Émirats. États émirats, voilà. Bah écoutez, j'en irai moins bête ce soir. Hein. Voilà. Non, il n'y a pas de police religieuse du tout à Abu Dhabi. Donc c'est très ouvert. C'est vrai qu'à Dubaï, il y a beaucoup plus, c'est quand même une ville beaucoup plus grande, donc il y a encore plus d'expatriés. On va dire qu'à Abu Dhabi, c'est plus traditionnaliste, mais pas d'un point de vue religieux, c'est-à-dire que on va rencontrer plus facilement des locaux à Abu Dhabi. Donc quand je dis traditionnaliste, c'est-à-dire que c'est plus en lien avec la culture plus que le côté religieux. Ouais. Donc il y a beaucoup plus de locaux. Vous pouvez par exemple à Dubaï rester une semaine de vacances sans voir un seul local en fait, parce que c'est vraiment presque que des expatriés du monde entier, alors qu'à Abu Dhabi, vous allez plus facilement rencontrer des locaux dans les centres commerciaux, dans la rue, etc. Alors, la capitale des Émirats, c'est bien Abu Dhabi. La ville la plus riche, c'est Abu Dhabi également, parce qu'Abu Dhabi a 10% du pétrole mondial. 10%. Voilà, c'est la ville la plus riche du monde. Et c'est également, en fait, la ville la plus sûre du monde. Oui. Pourquoi? Parce que aux Émirats, c'est très, très strict par rapport à ça. Si vous faites une bêtise. Donc c'est pas la police religieuse, c'est la police tout court en fait. C'est la police tout court. Il y a une caméra par habitant, c'est ça? Voilà, c'est un peu comme Singapour en fait. C'est un peu c'est comme des Émirats comme ça, des pays comme ça où la sécurité elle est très c'est plus forte. Dans ce sens-là, oui, parce que police religieuse il y a pas, mais oui la police tout court, oui, ça c'est vrai qu'on est. Il y a des gens qui peuvent se faire expulser du pays sans ne plus jamais revenir s'ils font une bêtise.
parce qu'en fait, c'est un système qui ne donne pas, en fait, qui ne fait pas de place à l'insécurité. Donc, par exemple, Lucie, quand on est arrivé, Leïla, en fait, elle pouvait se balader le soir à... Ça va. Mais elle peut se balader le soir dans la rue, dans n'importe quelle rue d'Abu Dhabi. Oui, même à minuit, toute seule, il y a aucun risque. Elle a même pas le sentiment d'avoir peur. Non, je ne connais pas ce sentiment d'avoir, à part d'aller en France où on fait un peu attention à son sac ou des choses comme ça. Si on prend des métros, si on va à Paris, par exemple, les transports en commun, etc. Ici, vraiment, on n'a pas du tout ça. Donc, par exemple, avec mes amis, on sort le soir, on reste très tard et on rentre et on sait qu'on aura aucun souci. On peut laisser même la voiture ouverte. On peut laisser même la voiture avec le contact. On sort dans un magasin, on laisse la voiture pendant, je sais pas moi, 10 minutes, 5 minutes. Il y a aucun risque. Que soit à voler ou quoi. Plusieurs fois, j'ai perdu mon portefeuille et les gens m'appellent pour me le redonner. Plusieurs fois. Oui. Et ça, c'est un. Si on oublie un portefeuille à un endroit, soit on retourne sur nos pas et on va le retrouver, soit quelqu'un va nous contacter pour nous dire il est là. Combien de fois on a perdu nos enfants? Quelqu'un nous a appelé pour nous dire vous avez perdu votre fils, il est là. Parents indignes, non, quand même. Il fallait la touche d'humour de Mohamed. Il faut le prendre avec beaucoup de second degré. Hein. Mais alors, donc comment vous vous organisez une fois que vous arrivez sur place, notamment, Leïla, si toi t'arrives à trouver un travail, j'imagine que la petite, vous devez bien faire garder, la mettre quelque part. Vous n'allez pas la laisser dans la voiture au milieu de la vue. Alors, donc déjà au début, moi, j'ai eu quand même j'ai pas travaillé tout de suite. Hein, je vais dire que pendant 2-3 mois, il a fallu pour moi m'acclimater. C'était vraiment pas évident. Parler anglais. Voilà, et parler anglais, ça c'était. Je me souviens très bien, parfois, elle recevait des appels et elle me donnait le téléphone. Je disais non, je peux pas répondre. Parle-toi, j'arrive pas. C'est compliqué le téléphone parce que tu peux pas, t'as pas un visage pour essayer de deviner l'émotion de la personne, de savoir, de lire sur ses lèvres. Et puis en plus ici on a beaucoup d'accents en fait. Il y a les Indiens, il y a des ceux qui l'accent arabe, l'accent indien, l'accent. Donc en fait quand on apprend l'anglais ici, c'est même pas l'anglais qu'on va entendre aux États-Unis ou en Angleterre. Il y a un seul accent pour tout le monde le même. Là c'est j'arrivais pas à comprendre. Je disais mais c'est pas possible. On avait même des professeurs d'anglais qui venaient ici, qui comprenaient pas ce que la réceptionniste en fait lui disait parce que elle parlait avec un accent indien et pour lui, qui est un professeur d'anglais pourtant, j'arrive pas à comprendre. Oui. Voilà. J'arrive pas à comprendre ce qu'elle me dit. Puis il y a les Philippins aussi, il y a beaucoup de Philippins ici, donc il y a l'accent asiatique aussi. Alors anglais asiatique, anglais indien, anglais. Moi il y avait aussi ceux de l'Europe de l'Est qui aussi ont leur accent. Donc apprendre l'anglais dans ce contexte-là, franchement j'étais. Eux ils doivent se dire la même chose de toi avec ton accent français. Et oui moi avec mon accent français, ah oui, because, so cute. Because I don't have it, it's not possible. Make it. Non, je le dis de toute façon, mais ça les rassure. En fait, pour moi ici, d'avoir l'accent français, c'est vraiment un plus. En plus, je suis prof de français, donc ils sont tous contents d'entendre mon accent français. Même si j'essaye de le cacher un peu, ça marche pas. Des fois, je suis fière de moi, mais on me dit non, on sait que t'es français. Les gens adorent l'accent français. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup d'expatriés qui vous écoutent, mais l'accent français a une cote assez incroyable parce que même moi, tu vois, avec 12 ans aux Émirats maintenant, j'essaye au maximum de le cacher. Et il y a quelques fois, dans certaines situations où j'étais, par exemple, quelquefois je suis en contact avec des directeurs, etc. Et quand j'ai mon accent français, ça te donne tout de suite un peu plus de crédibilité, bizarrement. C'est étrange. Et les gens te disent mais j'adore votre accent français. Voilà. Ah ouais, really? Oh thank you very much. Non mais vous avez bien vous avez raison de bien en profiter, hein. Mais oui, clairement. Oui, alors donc du coup comment ça se passe pour la petite? Donc du coup au début je travaille pas, j'ai mis un peu de temps à m'adapter au pays, etc. Et donc j'ai commencé d'abord à chercher des cours pour moi, des cours d'arabe. Je voulais apprendre un peu l'arabe, etc. Donc généralement en fait, moi j'étais avec la petite la journée et Mohamed prenait le relais le soir. Donc même quand j'étais à l'Alliance française, je donnais que des cours du soir. Donc lui est rentré à 17h et moi je partais au moment où il rentrait, moi je partais pour donner mes cours jusqu'à 11h du soir. Donc ce qui me permettait à la fois de profiter de ma fille toute la journée, vraiment d'être avec elle et en même temps d'avoir quand même un moment où je pouvais exercer, travailler, sortir du cadre de la maison, et rencontrer des gens, etc. Ouais. Ça me paraît un bon contrôle. Donc vous restez comme ça pendant 2 ans?
Plus que 2 ans. Parce que Ouais. ma fille, ma deuxième en 4 ans d'écart. Voilà, on est resté comme ça. Alors après, elle a commencé à grandir. Donc là, elle allait à la crèche. Donc là, je commençais à accepter les cours du matin. Donc voilà, au début, ça s'est passé comme ça. Et puis après, en fait, on m'a proposé de travailler dans un lycée international américain en tant que part-time. Donc, sympa. Mais alors, juste pour faire un petit jump, mais donc du coup, j'imagine, Mohamed, que toi, l'entreprise qui t'avait embauché sous un VIE a décidé de te renouveler avec Ah oui, c'est ça, ouais. un contrat un petit peu plus full-time, c'est ça? Bah, en fait, au bout de 2 ans, la première année, j'étais à Abu Dhabi. La deuxième année, ils ont décidé de m'envoyer en Arabie Saoudite sur une mission. Donc, j'étais je faisais 10 jours à Arabie Saoudite et 5 jours à Abu Dhabi. C'était une période où j'étais vraiment tout le temps en déplacement. Donc et là, je l'ai pas suivi, par contre. Et là, elle n'a pas suivi, non. Là, j'ai pas suivi. Non, j'imagine, c'était où? C'était à Riyad ou à Jeddah? C'était à Jeddah. À Jeddah. Oh, donc c'était plus loin, mais c'est quand même plus sympa Jeddah que Riyad, de ce que j'ai compris. Oui, c'est plus sympa. Mais c'est quand même beaucoup plus loin, quoi. C'est beaucoup plus loin. Et puis pour moi, c'était plus contraignant parce qu'à l'époque, justement, on pouvait pas conduire. Et moi, pour moi, ma liberté de pouvoir me déplacer, je pouvais pas dépendre de Mohamed pour ça. Donc, lui demander de venir à Jeddah, c'était pas envisageable. Ouais, c'était pas envisageable, même si on me disait oui, tu vas avoir un chauffeur. Non, mais non. Donc, elle est restée à cette époque-là. Ouais. Donc tu as retapé le poing sur la table en disant arrêtez les gars de vouloir m'envoyer à droite à gauche. Voilà. Non, là j'ai dit non pour le Abu Dhabi. Voilà, là ça me vendait pas c'était parce que je suis quelqu'un de très indépendante malgré tout ça. Donc là j'ai dit non, je sais qu'il y en a qui peuvent le faire, mais pour moi c'était je me suis dit non, de pouvoir de dépendre de Mohamed pour pouvoir me déplacer, d'amener ma fille à un endroit ou quoi. Non, c'est pas possible, surtout que lui aussi il était en déplacement régulièrement, donc il fallait que je reste toute seule sans pouvoir me déplacer. Non, c'est pas possible. Non, ce qu'on a fait, c'est qu'elle est restée sur Abu Dhabi et à la fin de la période de mon contrat de VIE, ils m'ont proposé en fait carrément de déplacer toute la famille et d'être basé en Arabie Saoudite. Donc à cette époque-là, je leur ai dit que j'avais déjà une autre offre de la part d'une société française pour le coup, avec un management français, etc., qui était basé à Abu Dhabi et qui me proposait un contrat d'expatriation. Donc pas un contrat local. Et au final, j'ai accepté de bosser avec eux. Et c'est là où j'ai pu rentrer dans le domaine des équipements de protection individuelle. Et voilà. Et dans le cadre de votre famille, j'imagine qu'on a une légère expansion. Exact. Voilà. En fait, c'est assez incroyable, mais à chaque naissance, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc par exemple, il nous fait un petit teasing. C'est ça en fait, c'est que quand on a eu la première, on a eu l'expatriation. C'est ça. Ensuite, la deuxième, j'ai eu le changement. Chapitre 2. Le chapitre 2, j'ai eu le changement de société. Ouais. Et pour le petit dernier, j'ai encore jumpé et parti chez une autre société. Donc en fait, et je pense que c'est la même chose pour pas mal de gens qui me disent exactement la même chose. À chaque naissance, il s'est passé quelque chose dans ma vie où j'ai eu une meilleure situation financière, où j'ai changé de travail. Et ça, je pense que c'est pas anodin. Bah, je pense que comment ça s'appelle? Ça te fait un clic dans ta tête et tu te dis non, mais j'en ai plus rien à faire de ce truc-là ou t'as envie de faire autre chose, quoi. Oui, il y a sûrement ça. Après, nous, d'un point de vue en fait religieux, on pense aussi que c'est pas nous qui nous occupons de nos enfants, mais c'est Dieu qui en fait en sorte de pouvoir subvenir à leurs besoins et que en fait à chaque naissance il y a une part de baraka entre guillemets qui s'ajoute au foyer et que vous ayez un enfant ou 7 enfants, vous voyez vraiment en fait que peu importe le nombre d'enfants que vous avez toujours des facilités à pouvoir à subvenir à leurs besoins, quoi. Donc faites des enfants. Voilà. Voilà. Et donc surtout vous allez vous arrêter à 3 ou vous allez en faire quelques-uns? Est-ce que tu as une autre question, Cindy? Merci beaucoup. Non, je rigole. Notre dernier, il a 6 ans. Non. Ouais, il a 6 ans, donc ça va. Voilà. Oh, oui. C'est du travail. Hein. Je travaille. Non, mais 3, je pense que c'est vrai qu'on l'écoute. C'est un bon chiffre, 3. Ouais, on est content avec 3. Après, on accepte ce que Dieu va nous donner, mais voilà, avec 3, pour l'instant, on profite bien d'eux. Je pense que ça occupe pas mal déjà les journées. Exact. Exact. Ah oui, ça occupe pas mal, ouais. Et les 2 sont nés aux Émirats? Alors, non. Donc la deuxième, elle est née en France. En fait, mon terme, c'était en août 2012. Et du coup, comme j'étais enseignante, etc., et je me suis dit, voilà, dès que la fin d'année se fait, donc au mois de juin, j'ai préféré rentrer en France accoucher et être entourée de ma famille pour
ne serait-ce pour garder la plus grande. Oui. Donc voilà. Donc je suis rentrée en juin et puis j'ai accouché en août et ensuite on est revenu aux Émirats un mois après avec les enfants. Voilà. D'accord. Par contre, le dernier est né ici à Abu Dhabi. Oh. Voilà. Et mais alors comment est-ce que tu notes des différences par exemple entre la France et Abu Dhabi en termes de je sais pas, de suivi de grossesse ou d'accouchement? Est-ce que c'est le high tech de chez le high tech? Alors oui, c'est vrai que c'est high tech. Je pense que c'est un peu comme aux États-Unis. Ça reste sur le même, ça se cale beaucoup sur le modèle des États-Unis. Donc après c'est tout est business un peu. Il faut bien choisir. On peut choisir d'accoucher dans j'appelle ça des hôpitaux 5 étoiles tellement voilà, c'est pas un hôpital, c'est un hôtel. C'est un hôtel, on vient te chercher les bagages, voilà. Tu viens, ils viennent te chercher tes bagages comme à l'entrée d'un hôtel, tu as donc t'as ces voilà, donc j'imagine que tu es allée là-dessus, hein. Oui, exactement. En plus, on a bien les moyens pour ce type bien sûr. Voilà, ce type de structure. Non, donc voilà, il y a vraiment c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup plus médicalisé. Par contre, dans le terme de suivi, c'est-à-dire qu'on a quand même le suivi de chaque grossesse, le test les prises de sang contre pour la toxo, on a toutes ces petites choses qui sont très suivies, alors que c'est vrai aux Émirats, on a moins d'échographie par exemple, on peut avoir qu'une seule échographie. En fait, c'est en fonction du médecin qu'on va choisir aussi. Donc on peut avoir qu'une seule échographie tout le long de sa grossesse. On n'a pas systématiquement des prises de sang à faire chaque mois. Par exemple, il y a des actes médicaux comme par exemple le suivi, le toucher, toutes ces choses pendant la grossesse. Ici, c'est pas du tout mis en place comme la France. Donc c'est vrai que de ce côté-là, en termes de suivi, c'est beaucoup plus, je dirais que c'est beaucoup plus light et relax. Après, en termes d'accouchement, ça reste quand même un pays business, donc faut faire attention. Ils vont plus facilement suggérer des césariennes ou des choses comme ça. Donc il faut dans le suivi en fonction de l'accouchement. Ils se prennent pas la tête, hein. Voilà, il faut vraiment se renseigner sur l'hôpital où on veut aller, quel type d'accouchement on veut, faire bien ils ont la césarienne facile. Faire des recherches. Ouais. Voilà, un plan de grosse un plan de naissance. Un plan de naissance, voilà, chercher le mot. Un plan de naissance, faut bien le travailler en amont. Voilà, il y a quand même il y a ici à Abu Dhabi un hôpital en particulier qui encourage les accouchements physiologiques. Et voilà, après le reste, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Sinon, voilà, en gros, comment ça se passe, même en termes de durée d'hospitalisation, si on a un accouchement normal par voie basse, à ce moment-là, on sort le lendemain à 48 heures. Voilà. Okay. Ouais. Si c'est ton troisième, oui, je pense qu'ils te font partir sous les 12 heures. Oui, voilà, et même en tant que césarienne, c'est 48 c'est 48 heures, je crois, pour la césarienne, et voilà, 12 heures pour un accouchement par voie basse, c'est très rapide. Ouais. Oui, bon, ils se calquent comme ici, quoi. Oui, c'est ça. Mais par contre, c'est des assurances privées, j'imagine. Il n'y a pas de sécurité sociale comme en France, par exemple. Alors en fait, l'assurance ici, c'est notamment lié avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ah, donc c'est vraiment comme aux US. C'est comme aux États-Unis. Ouais, si vous avez une assurance, c'est top. Vous êtes remboursé, vous avez des soins qui vont être pris en charge, soins dentaires, etc. L'accouchement a été pris en charge par l'assurance que j'avais à l'époque. Et en fait, ici, c'est une condition sine qua non. Pour chaque travailleur, pour chaque personne qui travaille aux Émirats, elle ne peut pas avoir son bien de résidence sans assurance. D'accord. Même si c'est une assurance qui couvre pas beaucoup de frais, il faut absolument que vous ayez une assurance. Et donc ici aussi, l'avantage de travailler aux Émirats, c'est que chaque personne qui se trouve aux Émirats a un travail. Okay. Si vous êtes soit résident, soit vous êtes touriste, il y a personne qui n'a pas de travail. Pourquoi? Parce que lorsque vous perdez votre travail, vous avez un mois pour quitter le territoire. Ouais. Voilà. Et ça, c'est la vraie différence avec d'autres pays, en fait, c'est qu'ici, il n'y a pas la place, il n'y a pas de chômage, en fait. Si vous n'avez pas de travail, t'as pas intérêt à te faire virer, quoi. Ouais, voilà. Si on se fait virer, en fait, on a un mois pour rapidement rebondir. Ce que beaucoup de Français font, c'est qu'en fait, au bout d'un mois, ils reviennent en tant que touristes et là, ils recherchent un travail. Et alors, est-ce qu'ils se calquent aussi aux États-Unis en termes de congé parental? C'est-à-dire, tu n'en as pas? C'est ça. Non, il y en a. Il y en a quoi, 20 jours? Non, c'est 40 jours. 40 jours. Pour la femme ou pour la femme, ouais. 40 jours pour la femme. Ah, d'accord. Et pour les hommes, il y en a pas. Hein. Bah, purée. Voilà.
Mais qu'est-ce que t'en fais de ton enfant après 40 jours, même en tant que femme? Bah, personnellement, bon, c'est vrai que moi, j'ai un emploi qui favorise, on va dire, j'ai des congés, quoi, souvent dans l'année déjà. Oui. On a souvent les vacances scolaires, etc. Donc, quand j'ai eu donc ma deuxième, j'étais en part-time et donc j'ai tout simplement décliné de renouveler mon contrat, tout simplement. J'ai dit voilà que j'allais m'occuper de ma deuxième. Et puis après, ils m'ont rappelé quand elle avait 1 an. Donc là, j'avais la grande qui était à l'école avec moi et la deuxième qui était en crèche. Donc quand je l'ai laissée quand elle avait 1 an, parce que voilà, j'ai allaité tous mes enfants, donc c'est vrai que avant pour moi c'était pas envisageable. Pour mon troisième, c'est pareil. Après, quand j'ai su qu'on allait se lancer dans l'aventure d'un troisième, j'ai annoncé à l'école que j'arrêtais et donc ils m'ont laissé. Par contre, ils m'ont dit OK, mais on veut absolument que tu reviennes. Donc ils m'ont laissé, ils m'ont dit voilà, reviens d'ici 6-7 mois. Et alors c'était trop tôt pour moi, donc j'ai pu négocier encore 1 année en fait. Donc vraiment j'ai pu négocier en leur disant. Mais c'était en congé sans solde. Oui, c'est sans solde. Ouais, bien sûr. Sans solde. Pas de bras, pas de chocolat. Hein. Voilà, exactement. Ah oui, là... Voilà, pas de bras, pas de chocolat, c'était ça. Donc c'était sans solde. Donc c'est vrai que j'ai pu à chaque fois concilier et c'est vrai qu'aussi l'école où je travaille elle m'a beaucoup facilité pour pouvoir revenir. Ce type d'employeur, c'est quand même assez agréable. Hein. Ouais. Mais voilà, ma place m'attendait quoi. Et on n'avait pas de nanny tout le long, hein. Non, pendant 9 ans, on n'a pas eu de. On n'a pas eu de nanny, hein. Pendant 9 ans en fait. Oui, mais bon, ça te permet de contrebalancer. Donc c'est ça. T'as pas de salaire, mais t'as pas de nanny, pas de bras, pas de chocolat. C'est ça. Voilà, exactement. Exactement ça. Donc pendant 9 ans en fait, j'ai pu ne pas faire appel à de l'aide extérieure, on va dire. Ouais, bon, c'est quand même énormément de boulot pour toi, mais j'imagine que tes enfants te le rendent bien. Oui. Et mais par contre, de ce que j'ai compris, c'est quand même la vie est extrêmement chère. De ce que j'ai compris, au moins à Dubaï, je pense que c'est quand même pareil pour Abu Dhabi. C'est encore plus cher à Abu Dhabi. C'est encore plus cher à Abu Dhabi. Purée. Parce que donc, du coup, comment vous arrivez à joindre les deux bouts sur un seul salaire j'imagine que c'est quand même assez compliqué, quoi. Ce qui va coûter le plus cher, très honnêtement, c'est le logement. C'est d'équerre. Et ça, oui, c'est le logement qui coûte très très cher à Abu Dhabi comme à Dubaï. Ensuite, vous avez l'école des enfants qui est aussi un sacré coût. Et le reste, après, très honnêtement, le reste, c'est pas très cher. Hein. Enfin, après, ça reste raisonnable, les vêtements, la nourriture, etc. C'est pas les activités, bon, c'est normal, mais on va dire que le logement et l'éducation, c'est la chose la plus chère aux Émirats. Mais après, ça fait partie de son package. Donc, mais les salaires sont aussi construits en conséquence. C'est que vous avez des sociétés en fait qui vous proposent directement dans chaque salaire, il y a des packages. Il y a une housing allowance qui est justement un package pour l'appartement, et ils vous donnent aussi un package pour l'éducation des enfants. Bon, toutes les entreprises ne font pas forcément ça, mais la mienne, en l'occurrence, elle me payait une partie de l'éducation des enfants, et c'est ça qui m'a permis justement de pouvoir inscrire la grande dans une école américaine au départ. Oui, parce que j'imagine qu'il y a quand même des écoles locales. C'était votre choix de la mettre dans un cursus international? On s'est vraiment posé la question dès le départ. On savait pas forcément quoi faire. La mettre dans une école française, dans une école américaine, même dans une école arabe, on s'est posé la question. Et l'école arabe, en fait, il y a plusieurs cursus ici. Il y a le cursus aussi british, il y a aussi le cursus américain, il y a le cursus IB aussi, donc bac international. Donc il faut choisir l'école, c'est un vrai casse-tête. Donc pour moi, il était évident que nos enfants, il fallait qu'ils parlent anglais, qu'ils bénéficient des avantages de vivre ici. Donc, on l'a mis tout de suite dans le système américain, en fait, d'abord, parce qu'on n'avait pas En fait, l'école où j'enseigne, elle propose les deux cursus, le cursus IB et le cursus américain. Et donc, du coup, on l'a mise là pour qu'elle apprenne l'anglais. Donc, elle a suivi le cursus IB. Elle a quand même fait, après, en CP, CE1, on l'a rebasculé dans le système français. Mais d'elle-même, elle nous a dit qu'elle voulait pas rester. Mais elle nous a dit qu'elle voulait pas rester. Voilà. Non. En fait, elle était dans une école américaine où il y avait 5 tables avec un travail en groupe. Et chacun se levait, chacun parlait. Il y avait vraiment une sorte de créativité que j'avais vue. Chaque enfant discutait avec un autre groupe, etc. Donc il y avait une sorte d'énergie, quoi. Et quand elle a basculé dans le système français, c'était des tables
devant le professeur, chacun en rang, rigide, comme ça. oui. Et pour parler, il fallait lever la main. Donc, bon, la pauvre, elle m'a dit, écoute, moi, c'est pas comme ça que je veux. En fait, je me rappelle l'enseignante, la maîtresse, elle nous disait souvent, voilà, Nouhaila, notre fille, elle nous disait, voilà, Nouhaila, elle papillonne beaucoup. Et pour moi, quand elle le présentait, c'était quelque chose de négatif, alors que quand elle était dans le système américain, et ben on disait, en fait, quand on disait, mais Nouhaila, elle est tout le temps en train d'aider les autres groupes. Alors que dans le système français, on le voyait comme quelque chose de négatif, parce qu'elle devait quand elle avait fini son travail, elle avait tendance à se lever et à aller aider les autres. Alors dans le système français, c'est pas vraiment envisageable ce genre de choses. Ouais. Donc voilà, elle s'est un peu éteinte. La vérité, c'est qu'elle s'est un peu éteinte. On s'est aperçu que c'était pas forcément ça lui convenait pas à ce moment-là. Donc voilà, on l'a rebasculée en grade 3, donc en CE2. Elle a fait jusqu'au grade 6. Ouais. Dans le système américain, et là elle est retournée dans le système français. Mais système français, dans une école où il y a en fait justement ils associent les deux choses. C'est ça. C'est international et c'est français également. Et dans une classe, on l'a rebasculé parce que bon, après j'étais très contente du système IB et américain pour le primaire. Quand elle a fait sa classe de grade 6, je l'étais un peu moins. Donc du coup, on a vu avec elle, on lui a dit, est-ce que ça te dirait de rechanger, parce que là en fait il y avait une nouvelle école qui a ouvert donc justement à Abu Dhabi, qui propose les deux, à la fois le système français, mais les doubles cursus. Une classe bilingue quoi. Voilà, une classe bilingue, elle est en classe bilingue, et en fait on lui a expliqué que ça lui permettait d'avoir l'opportunité de choisir ce qu'elle allait faire plus tard, parce que si elle suivait que le système américain, ça allait être plus compliqué pour elle si elle voulait par exemple aller en France ou si elle veut aller en Europe. Ça serait plus compliqué si elle s'engageait complètement là-dedans. Et finalement, là, elle a fait donc sa 5e dans le système bilingue, et elle est très 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 contente, parce que justement ils prennent en compte aussi cet aspect socio-émotionnel qu'il n'y avait pas forcément dans le système purement français. Voilà. Surtout en primaire. Surtout en primaire. Parce que nous, en fait, si vous voulez, après, chaque enfant, peut-être qu'il a plus de capacité à s'adapter avec tel ou tel concept, tel ou tel cursus. Mais pour nous, on a vu que nos enfants, ils s'émancipaient beaucoup plus dans le système américain, surtout en primaire. Donc, on a décidé, en fait, de faire la même chose pour tout le monde. La primaire dans le système américain, et ensuite, rebasculer sur un système français qui associe également des classes, des cours en anglais, donc des classes bilingues, par exemple. C'est ça. Parce que là, je pense que les enfants, au départ, ils ont besoin de jouer, en fait. Ils ont besoin d'être créatifs, de travailler en groupe, etc. Et dans le système français, parfois, je pense que c'est un peu plus rigide et que justement, on n'arrive pas à pouvoir émanciper l'enfant comme il faut. Il y a d'autres cursus qui nous plaisent. Par exemple, le cursus britannique, je l'apprécie beaucoup. Voilà. Après, j'ai fait beaucoup de recherches sur tous les différents types de cursus, mais il y a aussi les prix des écoles ces écoles-là sont tellement bien notées, tellement bien en termes de résultats, en termes d'infrastructures, etc. Elles sont tellement bien cotées qu'elles sont relativement chères, et ça ne convient pas à notre budget. Oui. Donc on peut ce que j'allais dire, c'est qu'il y a tellement de choix que je crois que le moins cher, ça reste les écoles françaises. Oui, le cursus français. Oui, c'est ça. Faut quand même reconnaître une chose, c'est que le cursus français est très bon, hein. Au niveau des résultats, etc., ça apporte, c'est parmi les écoles les mieux classées. Mais juste par rapport à cette notion de créativité, de pouvoir laisser l'enfant en fait s'exprimer comme il le veut, je trouve que c'est un peu plus rigide. Voilà, parce que dans les écoles, dans le cursus américain, je vois qu'il y a beaucoup plus de prise de parole, etc. Et ensuite, ensuite collège, lycée, je pense que le cursus français c'est l'un des meilleurs. Pas tout là-dessus. Oui. Mais de toute façon, on voit ici qu'ils boostent un peu l'estime de soi. Ils sont énormément sur ces valeurs-là pour les enfants. Vu que j'y travaille, je vois bien comment on nous forme pour encourager les enfants, pour être dans cette dynamique-là, en fait, vraiment dans un climat bienveillant. Parfois, c'est même trop bienveillant, parce que nous, on voulait quand même qu'ils nous disent la vérité. On voulait quand même que, par exemple, pour la deuxième, on savait qu'elle avait des petites lacunes. Et on voulait que les professeurs nous disent, faudrait peut-être améliorer ça, comme un peu dans le système français. Vous savez, votre fille a ça, qu'il faudrait changer. Voilà. Ouais. En France, c'est cash et on sait que ce qu'ils nous disent, c'est la vérité. Dans le système américain, c'est she's amazing. Oh my God, give her credit. C'était que des trucs positifs. Et parfois, on n'arrive pas à se dire, est-ce que c'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Non, c'est vrai. Mais voilà, du coup.
c'est moins straightforward, ça c'est sûr. Exactement. Mais il n'y avait pas de cursus du coup local où ils pourraient proposer un double cursus arabe et anglais par exemple? Alors en fait, il y a oui les écoles publiques, mais elles sont réservées qu'aux locaux, donc les expatriés ne peuvent pas y accéder. Bah c'est dommage, mais alors est-ce que votre dernier il est considéré du coup comme un local étant donné qu'il est né sur place? Non, il y a pas le droit du sol. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ici, il est français, donc il n'est pas considéré du tout comme un local. Il y a des familles qui sont ici depuis 2 générations et qui sont toujours pas considérées comme émiratis. Ouais, c'est pas possible d'acquérir la nationalité, pas du tout. C'est étonnant ça. Tu penses qu'ils auraient envie de garder ces gens, tu vois? Oui, alors ça c'est une longue discussion. Et non. En fait, ils proposent maintenant à Dubaï des visas de résidence à vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'es toujours pas citoyen. Mais non, citoyen non. Donner la nationalité, c'est quelque chose qui va se faire, mais pas tout de suite. Parce que je pense qu'ils se rendent bien compte que si, en fait, ils veulent tellement préserver leur culture, ce qui est tout honorable, parce qu'ils savent que voilà, s'ils ouvrent cette porte-là entre guillemets, je pense ça va se perdre, parce que déjà aujourd'hui, je le vois parce que j'ai des élèves émiriens, il y en a beaucoup qui ne parlent même plus arabe, qui ne parlent pas arabe parce que ils ont des nannies qui sont pas, qui les élèvent, qui ne parlent pas l'arabe. Voilà, c'est les nannies qui les élèvent. Ils viennent dans des écoles américaines, etc. Donc il y a une perte. Il y a une perte culturelle qui se fait. S'ils donnent la nationalité à tout le monde, le pays ne sera plus composé d'émiratis. Ah oui, il y aura clairement. des étrangers. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais bon, après, c'est quand même... on est dans un système international si voilà, tu tout prends le monde se l'exemple... mixe entre nous, quoi. Si tu prends l'exemple d'un pays qui ressemble beaucoup aux Émirats et qui a fait beaucoup appel à l'immigration, c'est Singapour. Singapour a donné la nationalité à beaucoup de personnes qui venaient travailler chez eux. Et je crois que le pays est séparé en 3. Il y a un tiers de la population qui est chinoise, un tiers qui est malaisienne et le reste est singapourienne, si je dis pas de bêtises. Si on faisait un peu la même chose ici, on aurait une partie qui serait asiatique, une partie qui serait arabe. Donc on aurait un vrai pays qui serait totalement multiculturel. Ça serait magnifique, évidemment. Ça serait super. Mais si on prend l'exemple sur la France également, la France a donné la nationalité à des gens qui étaient venus de l'immigration, mais c'était une toute petite partie. On est d'accord? C'était pas la majorité déjà de l'immigration, mais aussi de la population nationale. Je crois que sur 70 millions de personnes en France, je pense qu'il y a peut-être 10% ou 9% qui est d'origine immigrée. Donc ça reste relativement minoritaire par rapport à tout l'apport. Alors qu'aux Émirats, c'est 85% d'étrangers. Là, on parle de 85%. C'est énorme. Si on part tous, le pays ne tourne plus. Si tout le monde part, le pays ne tourne plus, clairement. Et c'est pour ça que, moi, j'imagine en tant que pays, j'aimerais justement garder la main d'œuvre qui est bonne, tu vois. C'est vrai. Le souci, c'est que dans leur façon de voir les choses, ils savent très bien que la qualité de vie que les gens ont aux Émirats fera que les gens ne partiront pas. Ils resteront au maximum. Et il y a tellement de gens qui viennent ici pour trouver un travail que, au final, ils savent qu'ils pourront toujours remplacer cette main d'œuvre ou ces expatriés par d'autres qui viendront en fait les remplacer. Oui, mais c'est vrai que, comme tu disais, ça a tendance à changer parce que maintenant, ils donnent la nationalité à des personnes qui ont un certain nombre une certaine somme sur leur compte. Donc tu payes ta nationalité. Oui, il y a. C'est pas que ça. Ils le font. Les médecins, si ça commence. Oui, c'est pas que ça. C'est des gens. Effectivement, t'as raison. C'est des gens qui ont déjà qui ont les reins solides financièrement, mais qui ont aussi contribué à faire quelque chose pour le pays. Oui, c'est vrai. Donc il y a un certain nombre de critères et c'est des gens qui ont fait quelque chose pour le pays, qui ont rendu service à l'État, qui ont été exemplaires, etc. Et à eux, effectivement, ils donnent la nationalité. Ça c'est depuis 1 an seulement. Mais Cindy, je suis persuadé, et pas que pour les Émirats, qu'en fait, un pays comme les Émirats qui veut être constructif sur le long terme va devoir suivre le chemin des pays comme les États-Unis, comme la France, et donner la nationalité à des gens qui le méritent. Et je pense que ça va beaucoup plus s'ouvrir. Décision. Et alors, on a fait un gros mismatch là. Là, c'est pas économique. Non, alors donc du coup, j'aimerais bien rebalancer sur les enfants et sur leur scolarité, et notamment vous à la maison. Du coup, quelle langue vous avez mis en place? Le français. Le français toujours. Toujours. On a voulu à un moment donné parler en arabe un peu avec eux. Surtout moi en fait, parce que Leïla elle parle pas trop arabe. J'ai vu que ça prenait un peu de temps et que
c'est surtout que voilà, il est comme. En fait, je veux vraiment qu'il parle bien français. C'est pas quelque chose de naturel chez toi, donc. Je veux qu'il parle bien français. Et surtout, comme ils sont bilingues, comme ils parlent anglais à l'école, ils ont un peu l'arabe également. Le fait qu'ils parlent français avec nous, c'est important. Sinon, ils vont pas forcément bien l'acquérir, tu vois. Ouais. C'est vrai que bon, voilà, comme on est enfin, pour moi, c'est ma langue maternelle, hein, c'est ma première langue, le français, donc je vais parler en français à la maison avec eux. Et voilà, et après, pour tout ce qui est l'anglais, ils le font à l'école avec leurs amis, dans la vie de tous les jours, donc ça marche bien comme ça. Puis ils apprennent aussi l'arabe, évidemment. Ok. Bah, écoutez, moi, ça me fait une belle transition du coup pour essayer de faire un petit axe religion. Alors, du coup, je sais que sur un des épisodes que vous aviez fait, vous parliez de l'esprit très communautaire. Et je sais pas pourquoi ce mot est toujours connoté de manière péjorative. C'est ça. Alors qu'il y a des communautés françaises à l'étranger et il n'y a rien de mal à ça. Exact. Voilà, dans un des épisodes, vous disiez que cet esprit communautaire que vous aviez en France a vraiment fait partie d'une mosquée, de la solidarité, voilà, cet esprit de groupe qu'il y a et que vous ne ressentiez plus à Abu Dhabi, qui est un pays musulman. C'est ça. En fait, en France, on vivait pas forcément en communauté, on vivait dans plusieurs communautés. Donc, c'est-à-dire qu'on avait notre communauté de foi, les musulmans, mais j'étais aussi dans une communauté où je faisais un sport, j'étais dans une communauté où je faisais une activité sociale. Donc on vit en fait tous, autant qu'on est, dans plusieurs communautés. Et le mot communautaire, je trouve qu'il n'est pas péjoratif du tout, il faut vraiment lui donner tout son sens. C'est que dans notre vie, on est amené à vivre en plusieurs communautés et je trouve que celui qui a le plus de communautés est celui qui est le plus riche en réalité. Et les personnes qui sont que dans une seule communauté, c'est là où peut-être le danger existe. Donc nous, on avait effectivement plusieurs vie, on va dire. Et quand on est arrivé aux Émirats, on s'est retrouvés. Plusieurs vies. Oui, voilà, plusieurs vies, désolé. Mais quand on est arrivé aux Émirats, effectivement, ce côté communauté de foi, voilà, était un peu, était un peu absent parce que ici, vous allez à la mosquée, vous priez et ensuite vous rentrez chez vous. Vous pouvez pas vous sentir utile pour, par exemple, faire des soutiens scolaires, aider les jeunes en difficulté, etc. Et pendant longtemps, avec Layla, on s'est un peu senti frustré parce que on se sentait pas forcément utile, quoi. On voulait en fait le seul moment où on se sent utile, c'est quand par exemple il y a des Français qui nous contactent pour pouvoir les aider à trouver un emploi aux Émirats ou pour pouvoir trouver un logement. Là effectivement on essaie de venir en aide, mais cette idée de podcast justement, c'était quand on a lancé Muslim Family Time, c'était justement ce besoin de se sentir utile et d'exprimer en fait notre retour d'expérience et comment nous on a vécu cette expatriation, qu'est-ce qu'on pense de la relation de couple dans les couples musulmans, etc. C'est ce besoin-là qu'on a communautaire dans le sens où on veut aider les gens. On a grandi comme ça. C'est vraiment, ça fait partie de notre identité dans le sens où vraiment on a grandi dans ce contexte-là. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, où on était très engagés en fait. Et c'est pour ça que quand on est arrivé ici, on a senti ce vide parce que voilà, par exemple en France, vu que évidemment c'est pas un pays musulman, mais on va forcément chercher des personnes en France, des personnes qui partagent la même foi et on va faire on va se retrouver autour de la mosquée pour partager. Alors que c'est vrai ici, tout le monde, on va dire évidemment c'est un pays où il y a beaucoup de culture, mais de base, c'est un pays musulman, donc il y a moins ce besoin de rechercher une personne qui nous ressemble entre guillemets. Il y a moins ce besoin de partager quelque chose puisque tout le monde est pas tout le monde évidemment, mais de base en fait, de facto, le pays est musulman, on a accès aux mosquées, etc. On va donner un exemple très parlant, c'est que en France, pendant le Ramadan, on a organisé en fait une shorba pour tous. C'est qu'on était amené on avait une salle à notre disposition qui était mise à disposition par la mairie. On pouvait accueillir jusqu'à 300 personnes pour la rupture du jeûne. Et c'était des jeunes, généralement, c'était des gens défavorisés, donc des étudiants, des gens qui n'avaient pas forcément les besoins. Donc, on les aidait justement à pouvoir leur amener de la nourriture, etc., et les aider durant ce mois de Ramadan. Ici, aux Émirats, l'État déjà fournit des tentes de 1 km² qui sont très grandes et qui peuvent accueillir toutes les personnes dans le besoin. Et ça, voilà, on se sent pas forcément utile. On peut pas s'investir là-dedans puisque l'État le fait. Il y a plein de choses qui sont déjà mises en place, donc c'est vrai que on se sentait. Vous pouvez pas créer une association de musulmans français, par exemple, musulmans francophones musulmans. Il est interdit de créer une association. Non, il y a des associations, mais les associations religieuses, c'est très réglementé. C'est justement parce que. Comme ça va pas revenir un peu par rapport à l'Arabie Saoudite. Par exemple, comme on est dans un pays où il y a un grand brassage culturel,
donc il y a aussi un grand brassage au sein de la communauté musulmane dans le monde de différents points de vue. Il y a des différentes tendances. Voilà, je vois. C'est très sensible ici. C'est un sujet très sensible parce que justement, les visions de l'islam sont différentes, ou les objectifs, elles varient d'une culture à l'autre et d'un pays à l'autre. Donc, on peut pas, pour éviter tout débordement, pour éviter toute toute aspiration politique également. Exactement. Ça, c'est vraiment toute aspiration politique. Faut vraiment parler de politique aux Émirats parce que ici, tout est réglementé, tout est mis en place pour qu'en fait, chacun se sente à l'aise. Et il faut surtout pas que quelqu'un ait des opinions politiques, on va dire. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout est régi par l'État. C'est lui qui régit tous les aspects religieux de la vie. Même d'un point de vue religieux, comme tu as dit, il y a un conseil en fait des imams, des mouftis qui sont ici et qui eux en fait donnent leur avis sur tous les thèmes religieux pour que chacun puisse en fait les suivre. Donc quelque part, je dirais que c'est bien organisé en fait. C'est bien organisé. Donc du coup, si tu es musulman mais que tu ne partages pas le background culturel du pays, t'as intérêt à te taire, c'est ça? Oui. Ou voilà, tu ne dis pas publiquement. Je sais pas s'il y avait il y a des petites variantes de la traduction du Coran. C'est un peu comme de façon pour donner un équivalent. Chez les chrétiens, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les évangélistes, il y a et donc ils sont tous chrétiens, mais derrière ce non chrétien, il y a plusieurs tendances. Et chez les musulmans, c'est pareil en fait. Il y a des visions plus rigoristes, il y a des visions plus donc il y a pour éviter tout conflit. Mais la pratique religieuse ici est vraiment très comment dirais-je, ça se résume beaucoup à des choses très simples. Voilà, il faut pas croire que il y a une activité religieuse, que les gens sont en demande de religion, pas du tout. C'est des gens qui vivent leur religion de manière très privée. Ça se résume souvent à aller à la mosquée et rentrer chez soi et sans forcément penser à autre chose. Donc les gens je crois que le plus gros quand même quand tu es expatrié, de vivre quand même dans un pays musulman, c'est déjà te couvrir par respect pour la religion. Et je crois que c'est aussi le respect du ramadan, c'est-à-dire que tu vas pas aller manger ton déjeuner devant tes collègues. Ça change. C'est interdit, non? Cindy, alors justement, ça a changé. Ça a changé. Comprendre une chose, c'est que les Émirats sont en pleine transition. C'est que déjà, je pense que tu es au courant qu'il y a eu un traité de paix avec Israël. Ça, c'est une chose. Il y a eu le pape qui est venu rendre visite et faire une messe à Abu Dhabi. Il est venu à Abu Dhabi il y a quelques années. Et là, récemment, ils ont changé cette règle qui était depuis très longtemps, que les expatriés ne pouvaient pas, enfin les non-musulmans ne pouvaient pas manger en public durant le ramadan. Maintenant, c'est autorisé. Avant, par exemple, les restaurants, pendant cette période, ils étaient tous fermés. Et là, depuis, ils étaient tous fermés la journée. Ils mettaient une bâche parfois aussi. Voilà. Alors au début, c'était vraiment complètement fermé. Ensuite, ils ont ouvert, en 12 ans, on a vraiment vu le pays évoluer. Donc au début, quand on est arrivé, tous les restaurants étaient fermés. Ensuite, ils ont autorisé seulement les deliveries. Donc les livraisons étaient autorisées, mais les restaurants, on ne pouvait pas accueillir de monde sur place. Ensuite, ils ont ouvert en journée, mais ils couvraient les vitrines en fait, où ils mettaient des paravents, donc les restaurants pouvaient accueillir. Voilà, pour pas. Et depuis cette année, en fait, on a eu ce Ramadan, tout est ouvert, donc tout le monde. Tous les touristes peuvent venir manger. Tous les touristes peuvent Ramadan venir, par Ramadan, ça mange. Ça. Après, bon, on peut le regretter ou pas. Il faut savoir que les Émirats, c'est un pays qui va de plus en plus aller vers l'ouverture. Et en fait, que tu sois musulman, chrétien ou juif, ou même sans religion, il faut que chacun se sente à l'aise. Bon, nous, c'est vrai que en tant que musulmans, ça nous faisait plaisir de voir que même s'il y avait des non-musulmans il y avait un effort de fait. Voilà, ils se disaient bon, par respect pour vous, c'était vraiment sympa. Mais après, bon. Après, fondamentalement, ça nous a pas changé parce qu'on vient de France, on a grandi en France, donc nous on jeûnait en France et voilà, c'était pas un pays musulman. Donc nous, personnellement, ça nous a pas changé quoi que ce soit de voir. Voilà. Et ça m'a jamais dérangé que des personnes mangent devant moi. Mais alors absolument pas. Exactement. Et Noël, pour Noël aussi. Noël aux Émirats, c'est 10 fois Noël en France. Ah oui, clairement. C'est comme aux États-Unis. C'est voilà, il y a c'est coloré de partout. Voilà, on a les marchés de Noël, il y a tout ici. Il y a vraiment. C'est ça que je trouve assez rigolo, c'est que quand même un pays qui a une religion de mise en place souhaite respecter les autres religions, alors qu'un pays laïque comme la France a plus de mal, je trouve. La France, elle a plus de mal avec les musulmans de façon générale. Non, oui, officiellement, c'est avec les religions. Mais actuellement, non, mais ce que la France vit avec l'islam maintenant, elle l'a vécu avec le judaïsme avant.
avec le christianisme Ouais. également. Tu vois. Sauf que là, effectivement, c'est un peu plus visible, on est d'accord. Mais ce problème que la France a eu avec les religions, il a toujours existé, c'est pas nouveau. Oui, oui. On le sait très bien. Et après les musulmans, il y aura quelque chose C'est pas d'autre. vraiment un problème parce qu'on était sur le principe de laïcité pour nous, c'est un principe de base. Il faut vraiment que chacun puisse vivre sa religion dans le respect, dans le respect. Ouais. C'est la mauvaise compréhension de ce principe de laïcité qui amène à des dérives. Après, on va pas en Moi, faire un débat, mais il y avait eu un débat, moi, par contre, qui m'avait choqué. C'était, je crois, Decathlon avait sorti un maillot de bain Oui. pour te couvrir intégralement le corps. Et donc, les femmes allaient à la plage avec ça. Et il y a eu un débat politique là-dessus. Ça a été retiré. France, Decathlon a dû s'excuser pour dire que non, désolé, on va pas le vendre. Alors que qu'est-ce qu'on en a à faire que la nana se balade? Enfin, moi, si Et j'ai envie de c'est ça. mettre une combinaison de plongée sur la plage, personne ne va rien me dire. Exactement. J'ai pas compris. En fait, Vraiment de façon générale, on n'a pas à dicter à une femme comment elle doit se vêtir. Si elle a, d'un point de vue, là, c'est mon côté féministe qui ressort, et dans le sens féministe où on respecte chaque femme, chaque femme telle qu'elle veut. N'importe. Elle veut se baigner. Topless. Ouais. Si elle veut, elle le fait. Et si elle veut se couvrir, elle se couvre. Ce qui est dérangeant, c'est que vraiment aujourd'hui, en tant que musulmans en France, parce que nous on suit évidemment l'actualité, on voit bien aussi qu'aujourd'hui on est beaucoup plus pointé du doigt, surtout les femmes musulmanes. Aujourd'hui, rien jusqu'ici en fait, mes collègues, j'ai des collègues canadiens, américains qui sont pas musulmans du tout et qui viennent me voir, qui me disent mais qu'est-ce qui se passe en France, Lila, ça va, comment tu vas faire quand tu vas rentrer? Ils s'inquiètent pour moi en fait parce qu'en me disant ils ont vu les dernières lois qui sont passées, que les mamans voilées ne peuvent pas accompagner leurs enfants dans leur sortie scolaire, il y a tout cet aspect-là qui est aussi visible autour. Quand j'échange avec des personnes du monde entier, tout le monde se rend compte que la France aujourd'hui elle est dans une certaine elle pointe une partie de sa pollution, sa population. Il y a une certaine hystérie en France quand on parle du sujet de l'islam et surtout quand on parle du voile. Malheureusement, je pense qu'il y a, et moi je veux pas critiquer les gens qui sont hystériques et je veux absolument pas rien qu'avec le terme déjà. Mais oui, c'est vrai, je veux pas en fait pointer le doigt sur des gens qui en fait ne comprennent pas. Il y a vraiment une grande part. C'est plus de l'ignorance que. Mais oui. Ouais. Je pense très sincèrement, s'il y a des gens qui sont contre le voile, je leur donne 1 heure à discuter avec une femme voilée. Au bout d'1 heure, ils vont changer d'avis. C'est des gens pour la plupart, ils ont jamais rencontré une femme voilée, ils n'ont jamais discuté avec une femme voilée sur ce sujet. C'est des gens qui ont beaucoup d'a priori et moi je pense qu'en France on manque énormément de personnes qui fassent le pont entre les gens qui ne se comprennent pas, qui ne se parlent pas. Mais c'est surtout que il y a toujours un aspect religieux. Regardez, les nonnes, elles se couvrent la tête. Les femmes juives, elles mettent parfois des perruques. Pour avoir travaillé avec une chapelière, il y a quand même des réglementations strictes sur les chapeaux qu'elles doivent porter, le nombre par rapport à ses oreilles qu'elles doivent couvrir. Bien sûr, bien sûr. C'est dans chaque religion qu'il y a une petite particularité comme ça avec la façon dont. Dans les années 40 en France, dans les années 30, il y avait beaucoup de mamans chrétiennes qui partaient à l'église avec un foulard. Je sais que les évangélites se couvrent. Quand vous allez dans une église en France, moi j'adore les églises, surtout les cathédrales. Je trouve que l'architecture est vraiment impressionnante en Europe. Et dans chaque cathédrale où je rentre, je vois que la Vierge Marie a un voile. Elle a jamais les cheveux découverts. Alors, je suis pas en train je suis en train de faire des comparaisons parce que pour vous dire qu'en fait le message de l'islam sur ce point-là est le même que le message du judaïsme et du christianisme. C'est exactement la même chose. Maintenant, pourquoi on parle de l'islam en particulier? Parce qu'elles sont plus nombreuses, elles sont visibles. Quand vous allez à la plage, vous voyez pas forcément une nonne, vous voyez une femme voilée, quoi, généralement. Parce qu'en fait, on fait partie de la société. C'est vrai que les nonnes, par exemple, elles vont s'isoler de la société parce que c'est un choix de vie. Alors que nous, c'est vrai qu'on va s'investir. On va aller à la piscine. On va aller à la piscine. On va vouloir faire du sport. On va faire du sport, on va faire nos activités. Donc c'est vrai qu'on est plus visible et c'est ça qui dérange, je pense. Après, mais ça va changer. Leïla et Cindy, je vous le dis à toutes les deux et surtout à ceux qui nous écoutent, ces choses-là vont changer avec le temps. Et regardez aux États-Unis, les femmes, elles sont au Parlement maintenant avec un voile. Il y a des femmes juges, il y a des femmes qui sont devenues même mères dans certains pays. Une des conseillères de Barack Obama avait un voile et je crois qu'elle est même toujours dans l'équipe de Biden. C'est vraiment spécifique à la France et je pense que c'est aussi spécifique à une certaine partie de la population
qui a une fixette sur cette question-là et qui ne comprend pas. C'est vraiment un message qui n'est pas compris. Et je pense qu'avec le temps, ça va évoluer, quoi. Mais ouais, c'est malheureux. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, si tu nous poses la question, est-ce qu'on va rentrer en France? Bah, aujourd'hui, alors que ça a été difficile pour moi de quitter la France, et ben, de revenir, je sais que on va toujours me ramener à, la femme voilée. On est toujours vu avec la femme voilée. On va pas regarder nos compétences. Alors que ici, on va regarder sur notre CV, ah, vous avez telle compétence, vous avez, enfin, voilà. Là, on est réduite à ce foulard qui est pour nous un choix personnel et spirituel qui nous est propre et en plus derrière un voile il y a tellement d'histoires parce qu'aujourd'hui c'est ça aussi la France, elle vient en donnant l'argument on veut libérer les femmes, sauf que on veut libérer les femmes, ok, d'accord, certainement qu'il y a des femmes voilées évidemment qui ont été forcées par leur père ou leur frère, je sais pas, ça doit exister, c'est une réalité qui existe. Par contre ce n'est pas la réalité de tous les voiles en France. Et ensuite, donc ça c'est la première chose. Et quand tu ramènes quelqu'un à une couleur de peau, à un objet, à quelque chose qui est sur sa tête, tu le déshumanises. Exactement. Tu vois. Et tu prends même pas le temps de penser, de te dire que peut-être cette personne, vous avez peut-être la même passion tous les deux. Peut-être que vous partagez énormément de points communs. Exactement. Peut-être que cette personne-là va te faire rire, elle va te faire changer d'idée sur pas mal de choses. Et tu te dis non, elle a un voile. Eh ben c'est pas bon, c'est pas une mauvaise personne, c'est pas une bonne personne pour moi. Je pense que c'est culturel que de vouloir en France mettre les gens dans des cases. On adore faire ça. Quand je vois par exemple ici, et je me répète, on s'en fout, c'est mon podcast. Mais ce que j'apprécie aux États-Unis, c'est que par exemple tu es dans une pièce avec du monde, donc il y a, je sais pas, il y a des Asiatiques, il y a des Afro-américains, voilà, il y a un melting pot culturel. Ils vont pas aller te dire tu vois Eric c'est le Renoir qui est là-bas. Ouais. Alors qu'un Français dirait directement ça. Ouais. Ici, ils vont plus essayer de te décrire la personne genre tu vois c'est le gars là-bas avec un t-shirt rouge et le jean bleu. Exact. Ils vont pas directement aller te décrire la personne. Oui, voilà, ils vont pas te dire voilà c'est la Tartampion là-bas qui est encore voilée. Ils vont essayer de te décrire la personne quand même. Donc mais c'est ça, et je vois aussi, même avec mes élèves, parfois on étudie, on regarde des reportages. Récemment, on a travaillé sur le système de l'éducation en France, et je leur ai montré des extraits du film sur Netflix, La vie scolaire, et ils étaient vraiment choqués de voir que les élèves entre eux aussi se charrient sur leurs origines, des choses comme ça, parce que pour eux, ils étaient même, mais madame, c'est du racisme, voilà, ils étaient vraiment très très perturbés. On a eu un grand débat sur cette thématique en classe parce que pour eux, voilà, on peut pas comme tu as dit, mettre quelqu'un dans une case et le rattacher à sa couleur de peau ou à ses origines. Ça, c'est pour eux, ils ont trouvé ça en fait, c'est ça le malheur peut-être ou peut-être le challenge de la France sur les prochaines années, c'est essayer de se réunir sur ce qui nous rassemble. Parce qu'en réalité, la France, c'est un pays magnifique. Nous, maintenant, on vit depuis longtemps en dehors de la France depuis 12 ans. Mais quand on y revient chaque été, on est très content de regoûter à la France, aux fruits, aux légumes, aux paysages, à cette culture qui vraiment nous a manqué pendant très longtemps. Et c'est vrai que parfois, on est un peu déçus parce qu'on se rend compte que les gens se battent sur des choses, uniquement sur les différences. Alors qu'un pays, normalement, il devrait se rassembler sur des choses qui sont communes. On devrait trouver des musulmans, des non-musulmans, des gens qui sont d'origines différentes, mais travailler sur des sujets qui sont communs. Et quand on stigmatise des gens sur des appartenances religieuses, sur des choix personnels, en fait, on n'est pas en train de grandir, on est en train de vraiment se réduire et on réduit nos forces à des choses qui sont inutiles, quoi. Il y a aussi une chose qu'il faut rappeler, c'est que nous, les Français, qui avons subi parfois le racisme, on le fait aussi avec d'autres personnes. Une fois qu'on est aux Émirats, par exemple, j'ai vu beaucoup de Français issus de l'immigration qui viennent et qui disent « Oh, mais les Indiens, j'en ai marre, etc. » Ah oui, c'est vrai, oui, voilà, ou pas d'autres. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que tu as subi du racisme, ne le réplique pas sur d'autres personnes. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Mais parce que le problème, c'est que il est tellement démocratisé le racisme en France que tu t'en rends pas compte, en fait, quand tu deviens raciste. Oui. C'est vrai. C'est ça, en fait, le gros problème. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre en essayant de connaître d'autres personnes qui ne te ressemblent pas. Et en fait, c'est ça, en fait, tout au long de notre vie, on rencontre des gens et c'est notre capacité à s'intéresser plutôt à eux qu'à les critiquer ou qu'à les cataloguer parce qu'on a vraiment tendance à cataloguer les gens, à les mettre dans une boîte et ça sort jamais de cette boîte-là, tu vois.
Et c'est pour ça, enfin, on a dans les écoles de nos enfants, moi, je suis tellement contente. C'est aussi en partie pour ça qu'on les a mis dans des écoles internationales, parce que dans ces écoles-là, bah voilà, ils ont des amis coréens, ils ont des amis libanais, ils ont des amis indiens, pakistanais. Enfin, quand je vois les amis de mes enfants qui viennent à la maison et que je vois mes enfants interagir avec toutes ces cultures, et enfin, je suis super contente, je suis super fière de pouvoir leur offrir la possibilité de grandir dans un environnement où il y a cette ouverture d'esprit et qu'ils ont la possibilité d'échanger avec des gens du monde entier et de. Mais oui, c'est ça qui est magnifique, c'est super que riche, quoi. Je pense que cette expatriation nous a aussi nous changé dans le sens où on est beaucoup plus ouverts. Quand on était en France, c'est vrai qu'on était aussi un peu plus entre nous, même peut-être même entre notre communauté. Tu vois, on s'ouvrait pas forcément aux autres, mais après 12 ans, on est des gens qui sont beaucoup plus ouverts, et c'est ça vraiment la richesse d'une expatriation, c'est s'ouvrir à d'autres personnes. Je vois aussi pas mal d'amis français qui viennent en expatriation et qui restent qu'avec des Français. Bon, c'est bien aussi de rester avec des Français, de manger une bonne raclette de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais pas qu'avec des Français, pas qu'avec des gens qui te ressemblent. Mais oui, exactement, parce que regarde, si tu vois, tu veux parler de ta communauté musulmane en France, c'est genre oulala, alors que les communautés de Français dans les pays étrangers, en Asie, en Afrique, là, tout de suite, c'est bien le village français. Exact. On va manger de la choucroute et de la raclette entre nous, alors que vous répliquez le schéma que vous êtes en train de juger en France. Exactement. Donc, oui, c'est le serpent qui se mord la queue. Un côté, ça devient du communautarisme, et de l'autre côté, ça devient du networking. Voilà, tu vois. Donc faut savoir, les amis. Non, mais il y a plus qu'à espérer que voilà, les futures générations sont un petit peu plus ouvertes d'esprit, quoi. C'est une question de temps. Moi, je pense très sincèrement que c'est une question de temps. Si vous revenez en arrière, 30 ans en arrière, il y a des femmes voilées, il n'y en avait pas dans les rues, très clairement. Il n'y avait pas de femmes entrepreneuses, etc., comme maintenant. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie dynamique positive avec des femmes voilées qui sont des entreprises, avec des femmes voilées qui sont instagrammeuses, qui ont vraiment qui ont une certaine visibilité et qui apportent quelque chose de positif. Et je suis persuadé que c'est une question de temps que la nouvelle génération va s'adapter à ça et qu'il n'y aura pas cette image négative, et que ceux qui ont peur aujourd'hui vont vite réaliser que c'est juste uniquement de l'ignorance. Ces mêmes personnes qui sont parfois un peu réticentes, ou qui sont même parfois, on va dire, même islamophobes, elles ont aucun problème quand elles vont au Maroc, quand elles vont à Dubaï, à voir des femmes voilées. Elles ont aucun souci. Pour elles, c'est au contraire, c'est de l'exotisme. Mais c'est uniquement quand elles sont en France qu'elles sont tout de suite en train de se braquer, etc. Donc, faut arrêter tout ça. Alors, c'est un pays laïque. Je crois que c'est vraiment le problème de la laïcité en France, c'est que ça veut dire l'ensemble et son contraire. C'est ça le problème. Chacun en pense ce qu'il veut avec la laïcité, en fait, c'est ça. Ouais, enfin. Ouais, alors. Voyager, voilà, c'est le mot, le maître mot. Voyager, faites des rencontres, et les gens qui vous font peur, ce sont les gens avec lesquels vous avez besoin de discuter. Et vous allez voir qu'une discussion, ça peut vous faire changer d'avis. Et alors, écoute, tu me fais une très très belle transition, et je crois que tu me l'as même volée, parce que... Ah non, je sais pas. Pourquoi? Parce que je voulais vous demander si vous auriez justement des conseils à offrir à des familles qui ne sont pas de religion musulmane pour appréhender ou pour mieux vivre ou s'installer dans un pays de culture ou de background religieux tel que l'islam, par exemple. Comme conseil, très honnêtement, moi clairement je dirais de s'intégrer, de chercher à comprendre l'autre, tout simplement. Je dirais même pas, je parlerai pas de tolérance, parce que je parle pas de la tolérance, parce que derrière la connotation de tolérance, il y a l'idée que l'on se met dans une situation supérieure à l'autre et qu'on tolère l'autre. Donc ça voudrait dire que t'es différent de moi, mais je te tolère. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ce terme. Je dirais vraiment d'essayer de comprendre l'autre en s'adaptant, en essayant de chercher à l'occasion d'échanger avec les personnes dans les locaux. Donc la compréhension, l'échange, le partage et le respect. Voilà, c'est mieux que la tolérance, c'est le respect des différentes cultures. Nous c'est vrai qu'on on voyage dans le monde, on a été en Asie, on visite, comme Mohamed disait, on va dans quand on va en Europe, on aime bien visiter aussi les cathédrales, on fait découvrir tout ça à nos enfants. Donc c'est vraiment c'est un conseil, les conseils qu'on peut donner, ils s'appliquent autant aux pays musulmans qu'à tous les pays du monde, en fait. C'est ça. C'est toujours y aller avec pas avec des clichés, mais toujours en essayant de se faire sa propre idée avec ce qu'on voit. Et tous les pays musulmans qui existent, ce sont
aussi des pays très touristiques en règle générale. Donc c'est des gens qui sont plutôt avenants, qui sont plutôt chaleureux. Si vous partez au Maroc, franchement, vous n'allez pas me dire que c'est un pays où c'est difficile de vous intégrer. Un pays très très ouvert. Si vous allez aux Émirats, c'est également un pays où il y a énormément de nationalités. Et je connais pas quelqu'un qui va me dire que c'est très difficile de s'intégrer aux Émirats. Non, c'est l'un des pays où le plus facile de s'intégrer. Vous allez arriver à l'aéroport. La personne qui va prendre votre passeport, ça va être un Indien. Votre taxi, ça va être peut-être un Philippin. Le directeur de votre hôtel, ça va être un British. Enfin, je sais pas. Il y a énormément de personnes qui vont vous apporter quelque chose. Et allez-y avec une bonne opinion des gens. Voilà, c'est ça, où que vous alliez. Hein. Mais toujours pensez que les personnes que vous allez rencontrer sont des bonnes personnes et qui vous le veulent du bien. Faut pas dans un pays musulman vous disant que je sais pas comment je vais vivre là-bas. Même si c'est en Arabie Saoudite, j'ai des personnes de non musulmanes qui ont vécu en Arabie Saoudite et qui en sont très heureux. Ils ont sorti avec une très bonne expérience parce qu'ils sont partis avec une positivité, quoi. Ils se sont dit, voilà, je vais apprendre une nouvelle culture. C'est des gens qui vivent dans le désert, pourquoi pas? Alors, allons-y. Et il y a une richesse, quoi. Il y a un enseignement dans chaque expatriation. Il y a une histoire à raconter. Donc, vivez votre histoire. Et il y a personne qui peut vous l'enlever, cette histoire. C'est beau ce que vous nous dites, c'est beau. C'est une belle façon de conclure. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, pour la suite? Est-ce qu'on vous souhaite de rentrer en France? Je pense pas. Non. On sait pas. Nous, on se dit toujours qu'on a 1 an et qu'on peut rentrer à n'importe quel moment. Ça fait 12 ans qu'on se dit ça. Oui, mais faut toujours se préparer à rentrer, on sait jamais. Mais pour l'instant, on est très heureux à Abu Dhabi. Évidemment, on sera très heureux aussi de voir que tu puisses aussi t'installer un jour, Cindy. Tu peux nous rejoindre. Moi, je viendrai pour regarder Sex and the City 2. Hein, d'accord. Avec plaisir. Voilà, et puis on peut nous souhaiter que notre podcast continue à perdurer, que nos projets perdurent et qu'on évolue, etc. Voilà. Ouais. Muslim Family Time, moi en tout cas, je ne suis pas de religion musulmane, mais en tout cas, moi j'apprécie beaucoup. Merci, c'est gentil. On écoute aussi tes épisodes. Il y a pas mal d'épisodes qui nous ont vraiment fait sourire, qui nous ont vraiment plu. Donc, en fait, les expatriations sont très différentes. Il y a beaucoup d'histoires à partager. Et c'est magnifique de pouvoir justement tirer des enseignements de chaque expatriation comme ça. C'est ton podcast a un grand avenir devant lui. Ah, c'est gentil. Je souhaite de même pour le vôtre. Merci. Donc, merci beaucoup en tout cas de votre témoignage. Merci à toi de nous avoir invités. Merci à toi, Cindy. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!